Live Invest, qui a intérêt à souscrire un PER avec Primonial. On se retrouve sur Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. On est toujours dans notre matinale consacrée à l'épargne retraite et plus particulièrement au nouveau placement PER. C'est notre deuxième atelier et on va s'intéresser là plus particulièrement à qui a intérêt à souscrire à ce fameux PER. Je rappelle le principe des ateliers, donc une première séquence de 20 minutes avec un expert où il y a des questions-réponses sous forme d'interview. Et puis après, les 10 minutes restantes, c'est la séquence questions des internautes, puisque, chers internautes, vous avez eu la possibilité de poster vos questions au moment de l'inscription à Live Invest. Et puis, vous pouvez, et je vous y invite, à poser vos questions en chat, en direct. C'est tout l'intérêt du live, c'est tout l'intérêt de Live Invest. Eh bien, j'accueille Alexandre Boutin, responsable adjoint de l'ingénierie patrimoniale chez Primonial. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va, vous allez bien ? Ça va bien, et vous ? Super. Alors Alexandre, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter Primonial ? Oui, en une petite ligne. Primonial, c'est une société de gestion de patrimoine leader sur son marché qui crée et développe des solutions d'épargne innovantes, qu'elles soient des solutions d'épargne en matière immobilière ou en matière financière, et qui les distribue grâce à son réseau de conseillers en gestion de patrimoine ou grâce aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants. D'accord, très bien. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Alexandre. Qui a intérêt à souscrire un PER, le fameux plan d'épargne retraite ? Alors, presque tout le monde. D'accord, donc ça c'était court, mais c'était bien. Je dirais qu'il y a une question d'âge. C'est vrai qu'on a tous tendance à dire sur notre univers que plus on commence tôt, plus c'est facile. Je ne suis pas sûr qu'une personne qui a 20 ans s'intéresse encore à sa retraite, même si on devrait avoir ses premières interrogations. Alors, non, ni trop tôt et ni trop tard, puisque finalement, à 65 ans, est-ce qu'il est intéressant de souscrire un PER, en sachant qu'on a un effet de capitalisation qui est intéressant, qu'on développera par la suite ? Peut-être que c'est un peu trop tard. Deuxième élément, c'est la surface financière. Est-ce que je suis déjà suffisamment loti sur mon épargne pour aller sur une solution d'épargne retraite où le capital est bloqué ? Il faut en avoir conscience, même s'il y a des cas de déblocage qui ont été prévus par le législateur. Globalement, mon épargne, elle est bloquée jusqu'à mon départ à retraite. Et puis, dernier élément, c'est quel est mon niveau d'imposition ? Puisque dans le cadre du PER individuel, c'est le sujet dont on parle aujourd'hui, c'est la seule solution d'épargne que je souscris de manière volontaire, puisqu'il y a le PER collectif qui est souscrit dans le cadre de l'entreprise, mais c'est l'initiative de l'entreprise. Quel est mon niveau de fiscalité ? Puisque lorsque j'épargne sur un dispositif d'épargne retraite PER1, chaque cotisation me permet d'avoir un avantage fiscal qui est proportionnel à mon niveau d'imposition. Si je suis fiscalisé à une tranche marginale d'imposition de 30%, je verse 100, je vais avoir un retour sur investissement, un retour fiscal de 30. Si j'ai une tranche marginale d'imposition à 41, j'ai un retour fiscal de 41 et un retour fiscal à 45 si je suis fiscalisé à la plus haute tranche, à savoir 45%. Donc voilà, à mon avis, ce sont les 3 premiers éléments de réflexion qu'on doit avoir lorsqu'on envisage la souscription d'un PER individuel. D'accord, donc tout le monde a intérêt à souscrire un PER individuel, un PERIN, comme on dit, mais grosso modo, plus on est imposé et plus c'est intéressant quand même. C'est ce qui ressort quand même grosso modo. Oui, on a un effet de levier fiscal qui se matérialise dans la capitalisation. La capitalisation, c'est le fait d'engranger des intérêts dans le temps, et cet effet de levier fiscal augmente l'effet de capitalisation, et donc plus je suis fiscalisé, et plus j'ai intérêt à aller sur ce dispositif. Et j'ajouterai une deuxième variable qui est intéressante, c'est plus j'ai une probabilité d'avoir un niveau d'imposition moins important à la retraite par rapport à ma phase d'activité, et plus j'ai intérêt à aller sur ce dispositif d'épargne retraite où je peux déduire mes cotisations, parce que je vais avoir un gain entre ma fiscalité à l'entrée et ma fiscalité à la sortie. Alors justement, est-ce que les TNS, vous savez, les travailleurs non salariés, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise et les professions libérales, est-ce qu'ils sont particulièrement concernés par le PER ? Alors, il y a les 2 catégories de population qui sont concernées par le PER sont les salariés ou les assimilés salariés. Alors, assimilés salariés, c'est les chefs d'entreprise qui ont un statut de directeur général ou de président. Et puis, il y a les travailleurs non salariés, donc comme vous venez de le préciser, qui aussi ont accès au PER individuel. La différence entre les deux, c'est une modalité de calcul des plafonds de déductibilité. Donc ça, c'est la partie fiscale.
En sachant que lorsque je suis assimilé salarié, bien, j'ai un plafond de déductibilité qui est calculé sur 10% de mes revenus professionnels nets, imposables. Alors que lorsque je suis travailleur non salarié, j'ai un plafond de déductibilité de mes cotisations qui est calé sur ces fameux 10%, plus 15%, j'ai une majoration, j'ai le droit de cotiser plus, parce que globalement, les travailleurs non salariés ont un niveau de revenus de substitution à la retraite qui est moins important que les salariés. Et donc, le législateur, comme dans le cadre de la loi Madelin, on est sur le même montant de déductibilité, a ouvert une possibilité de cotiser un peu plus fort pour constituer une retraite complémentaire plus importante. Donc, deux possibilités, soit en salarié, soit en TNS. Lorsque je suis TNS, eh bien, j'ai 15% de plus de déductibilité possible. D'accord, donc grosso modo, vous allez me dire si je me trompe, mais pour les salariés, on peut déduire jusqu'à à peu près, un petit peu plus de 30 000 euros par an, alors que pour les TNS, ils peuvent déduire jusqu'à un petit peu plus de 70 000 euros par an, ce qui est effectivement beaucoup. Et effectivement, le PER, le Perrin, le PER individuel, reprend le plafond Madelin pour les TNS. Très bien. Conseillez-vous de transférer justement un contrat Madelin, un contrat de retraite Madelin dans un PER ? Alors c'est une bonne question, on est très sollicité sur le sujet puisque le PER est un nouveau dispositif d'épargne retraite et le Madelin est un ancien dispositif d'épargne retraite qui est sorti en 94, il me semble, en tout cas dans les années 90. C'est ça, c'est 94. J'étais précis. En fait, le travail, c'est l'analyse du contrat sortant vers le nouveau contrat. Les contrats retraite Madelin disposaient et disposent potentiellement encore de garanties particulières qui ont été mises en place dans le cadre de ce dispositif d'épargne retraite complémentaire. Alors, je peux en citer 3 essentiellement qui semblent intéressantes à auditer, à analyser avant d'envisager le transfert de son ancien contrat vers les nouvelles enveloppes. C'est est-ce que j'ai une garantie de table ? Donc la garantie de table, c'est un taux de conversion garanti de mon capital constitutif en niveau de rente. D'accord, donc on sait à peu près, à minima, ce qu'on va toucher comme rente, grosso modo, pour faire simple. J'ai un prévisionnel de ce que je vais avoir potentiellement sous forme de rente, effectivement, en fonction de cette table qui convertit mon capital sous forme de rente. Et les nouvelles tables sont moins attractives que les anciennes. Pourquoi ? Parce que l'espérance de vie a évolué à la hausse. Donc, je divise mon capital constitutif par un coefficient, un dénominateur qui entraîne un niveau de rente moins important que les anciennes tables. Et quand j'ai souscrit un ancien contrat qui pouvait, et c'est pas tous les contrats, mais certains contrats l'ont, une garantie de table, eh bien, je conserve la table qui était attractive au moment où j'ai souscrit mon contrat. Donc, un transfert de mon ancien contrat vers les nouvelles enveloppes peut être moins attractif dans la mesure où les nouveaux contrats n'ont de toute façon pas de garantie de table. Mais ça, c'est quand on fait le choix d'une sortie en rente viagère. Effectivement. Si, a priori, j'ai pas vocation à vouloir récupérer mon capital sous forme de rente, ce qui est le principe de la loi Madelin, j'avais pas le choix, dans le cadre de la loi Madelin ou dans le cadre du PERP, de dénouer il y avait les fameux 20%. Oui. Les 20% de l'encours qu'on pouvait sortir en capital. Effectivement, mais les 80% sortent sous forme de rente. Eh bien, dans la mesure où j'ai pas le choix de dénouer mon contrat sous forme de rente dans le Madelin versus le PER, nouveau dispositif qui offre la capacité soit de récupérer en capital unique ou en fraction de capital ou en rente, voire un mix des deux en fonction des contrats, eh bien, si j'ai la volonté de récupérer mon capital sous forme de capital et non sous forme de rente, déjà j'ai un premier indice qui me dit je peux avoir intérêt à transférer mon ancien contrat vers le nouveau. D'accord. Le deuxième critère, ce sont plutôt les vieux contrats Madelin qui bénéficiaient de taux viagers garantis, donc un minimum de revalorisation inscrit dans les conditions générales et particulières du contrat. Alors ça, c'est un point qui est très important et qu'on oublie toujours, c'est le taux de revalorisation, effectivement. Et qui se matérialise sous 2 angles. Il y a taux de revalorisation en phase de constitution, et taux de revalorisation en phase de restitution. Donc en phase de constitution, c'est pendant ma phase d'épargne, pendant ma vie active, sur lequel je vais alimenter le contrat. Et bien certains contrats bénéficiaient de minimum de revalorisation garantis dans les conditions particulières. Et donc
avec des garanties qui aujourd'hui regardent ce qu'offre le marché sur les fonds à capital garanti comme les fonds euros. On peut s'interroger sur l'opportunité de transférer alors que je bénéficie d'un taux à 2, 2,5, voire 3%, peut-être même plus sur les vieux contrats, versus aujourd'hui des fonds euros qui rapportent un peu moins que ce qu'ils rapportaient à l'époque. Donc ça, c'est en phase de constitution, élément très important. Est-ce que j'ai un taux viager garanti sur la constitution de mon épargne? Deuxième élément, c'est le taux technique. Donc ça, c'est le taux garanti minimum en phase de service de rente, au moment où je pars à la retraite, où je vais percevoir ma rente. Eh bien, certains contrats ont des taux techniques garantis qui permettent de savoir que je vais avoir un taux de minimum de revalorisation de ma rente. Et aujourd'hui, dans un marché où l'indexation des rentes est un peu compliquée, c'est aussi une garantie importante. Donc, si j'ai vocation à vouloir sortir sous forme de rente, je dirais qu'il faut bien analyser ces garanties avant d'envisager un transfert vers le PER qui aura nécessairement des garanties moins attractives. D'accord, parce qu'effectivement, c'est très bien de percevoir des rentes, mais encore faut-il qu'elles évoluent au même rythme que l'inflation. Si elles sont en deçà de l'évolution des prix à la consommation, on perd en pouvoir d'achat. Il y a un avantage aussi du PER par rapport au contrat Madelin, c'est que le contrat de retraite Madelin, il y avait des versements obligatoires, ce qui n'est pas le cas avec le PER. Alors c'est exact. Alors, je peux modérer un peu les propos. C'est vrai que les versements obligatoires étaient variables de 1 à 15 d'une année sur l'autre dans le cadre du contrat Madelin. Donc si je m'engageais sur une souscription minimum de 1 000 € par an, je pouvais monter jusqu'à 15 000, retourner à 1 000. Donc j'avais certains bénéfices de pouvoir faire varier en fonction de mon année fiscale. Si je suis TNS, je suis a priori chef d'entreprise et donc je peux avoir des variations de rémunération au fil de mes années professionnelles. Donc j'avais cette possibilité de faire varier mes cotisations de 1 à 15. Dans le cadre du PER, c'est vrai qu'on n'a plus cette obligation de versement minimum annuel. Donc ça apporte un peu de souplesse, un peu plus de souplesse par rapport au Madelin. Propos à nuancer en fonction de l'engagement minimum de versement sur mon contrat au moment de la souscription lorsque j'étais en Madelin. Mais oui, je suis plus libre de verser ou non en fonction de mon année professionnelle. Si les résultats sont bons, peut-être que je vais avoir un niveau d'imposition plus important et donc je vais pouvoir verser pour faire un levier fiscal. C'est aussi l'objet de ce qu'a mis en place le législateur. Et puis si mon année est moins bonne, peut-être que je ne vais pas verser parce que je me dis que je vais réserver de la trésorerie à ma rémunération plus qu'à verser sur un contrat d'épargne retraite. Donc cette souplesse effectivement du PER qui est attractive par rapport au Madelin, même si on peut nuancer un peu les propos. Qu'est-ce que vous pensez de l'option de non-déductibilité fiscale des versements volontaires? Alors, juste, on en a parlé lors du premier atelier, mais je le répète, c'est qu'effectivement, le PER a amené une véritable innovation. Il y a la possibilité, au moment de la souscription ou au moment de chaque versement volontaire, de dire, non, en fait, je ne souhaite pas profiter de la déduction fiscale et en contrepartie du fait qu'effectivement, il n'y a pas d'avantage à l'entrée, il y a un avantage à la sortie, c'est-à-dire que ça soit une sortie en rente ou en capital, la fiscalité est un petit peu plus allégée. Qu'est-ce que vous pensez de cette option? Est-ce qu'elle est réellement utile? Est-ce qu'elle va permettre d'ouvrir ce produit financier à d'autres catégories, par exemple à des personnes peu ou pas imposées? C'est une bonne question. Alors, juste pour rappel, sur la déductibilité, sur un même PER individuel, PERIN, PER1, peu importe comment on l'appelle, certains contrats ouvrent la possibilité de verser en qualité de salarié ou de TNS sur un même contrat. Donc je suis travailleur non salarié, je peux verser au titre des deux déductibilités. En sachant qu'on l'a dit, le TNS peut cotiser à 10 plus 15, donc un niveau de cotisation plus important, versus les 10%. Mais lorsque je verse en qualité de salarié, je peux rattraper aussi mes 3 années antérieures non cotisées, donc je peux avoir un niveau de versement une année plus important en salarié qu'en assimilé salarié. Bon. Et on peut mutualiser avec le conjoint ou avec le partenaire de PACS ce qu'on ne peut pas faire avec le plafond Madelin. Effectivement. Donc, je dirais que le calcul et l'opportunité de versement, il doit se faire avec un conseiller. Il faut être bien accompagné parce que c'est vrai que c'est des calculs qui sont un peu fins, qui prennent en considération de potentiels autres versements sur d'autres épargnes retraite. Donc, il faut se faire accompagner sur le sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai 2 possibilités de déductibilité. Que je sois TNS, je peux choisir les 2. Si je suis salarié, j'ai qu'une seule possibilité de déductibilité, c'est le plafond d'épargne retraite général pour tout le monde. Oui, donc ça rajoute en fait une souplesse supplémentaire du PER par rapport au contrat de retraite Madelin pour un TNS
Qu'en est-il donc de cette question sur l'option de non-déductibilité fiscale ? Je suis assez partagé parce que je me dis si je verse pour ne pas déduire, je vais quand même bloquer les capitaux. Il faut retenir qu'on est sur un contrat d'épargne retraite et les capitaux sont bloqués jusqu'à mon départ en retraite. Donc ça, est-ce que j'ai vocation à vouloir bloquer des capitaux à long terme alors que je n'ai pas d'avantage fiscal à l'entrée ? Premier élément de réflexion. Vous comprendrez mon inflexion tout de suite. Deuxième élément, c'est est-ce que je n'ai pas d'autres types de solutions d'épargne, pas forcément dédiées à la retraite, mais solutions d'épargne qui sont plus souples, sur lesquelles, si j'ai besoin de cette trésorerie, je peux la retirer sans être dans les cas de déblocage exceptionnels du PER. Et je pense à l'assurance vie, aux contrats de capitalisation, qui sont des contrats où je peux verser et je peux retirer sans forcément attendre. Il y a phénomène où on a l'impression qu'il faut attendre 8 ans pour récupérer ses fonds, c'est faux. En contrat d'assurance vie ou contrat de capitalisation, je peux récupérer mes fonds à tout moment. Donc voilà, la souplesse de l'assurance vie versus le PER par rapport au blocage des capitaux, pour moi, il est important. Et je pense que si on est sur un foyer fiscal avec un niveau d'imposition qui est pas très important, c'est potentiellement que le niveau d'épargne du foyer n'a pas vocation à être orienté sur quelque chose de bloqué dans le temps. D'accord. Donc ça revient à ce que j'ai dit en introduction, c'est l'âge, effectivement. Est-ce que j'ai déjà de la surface financière disponible si j'ai un aléa de la vie, si j'ai besoin d'avoir des fonds disponibles tout de suite, et puis le niveau d'imposition qui est un élément important. Donc pour moi, il est là, il existe, tant mieux. Est-ce que c'est une vraie stratégie ? Je suis plus réservé sur le sujet. C'était quoi ? C'était en fait, c'était le gouvernement, c'était pour dire que c'était un produit qui était accessible à tous, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, l'épargne retraite, on disait que c'était avant tout des produits de défiscalisation et que c'était en gros pour les revenus élevés. Là, c'était vraiment pour assurer le succès, c'était pour dire voilà, c'est vraiment ouvert à tous, même si en fait dans les faits, on se rend compte qu'il faut plutôt avoir des revenus élevés et donc une imposition élevée. Oui, il y a un biais équité sociale sur l'adoption de cette possibilité de ne pas déduire les cotisations. Dans notre jargon à nous, il y a le compartiment 1, c'est la déductibilité des cotisations, et puis il y a le compartiment 1 bis, c'est la non-déductibilité. Bon, oui, c'est pour ouvrir l'épargne retraite à tout le monde, en sachant que je pense que la déductibilité est préférable dans la mesure où on bloque des capitaux. D'accord, très bien. Toujours selon vous, est-ce qu'il faut ouvrir un PER pour une personne mineure ? Je rappelle juste que effectivement le PER peut être ouvert par tous, quel que soit l'âge, quel que soit le statut professionnel, pour des personnes actives, mais aussi pour des personnes inactives. Donc ça peut être justement des étudiants, ça peut être des demandeurs d'emploi, ça peut être des parents au foyer, ça peut être même des retraités. Alors bon, est-ce que c'est pertinent d'ouvrir un PER quand on est retraité ? A priori non, mais on peut le faire. Est-ce que c'est intéressant d'ouvrir un PER au nom d'une personne mineure ? Alors, le législateur n'a pas mis de barrière à l'entrée. Donc aussi bien au moment de la retraite que lorsqu'on est mineur, a priori le texte ne précise pas si on a l'autorisation, le droit de verser ou non. Donc en l'absence de texte qui le décrivent, a priori c'est possible. Après, moi je suis assez réservé aussi sur cet univers. Pourquoi ? Parce que en gros, aujourd'hui, dans nos obligations de conseil, de conseiller en gestion de patrimoine, on doit mettre en adéquation une solution d'épargne avec un profil d'investisseur, un souscripteur. Est-ce qu'un mineur pense à sa retraite ? En tout cas, ses parents, a priori, ils pensent pour lui. Mais un mineur ne pense pas à sa retraite, et l'adéquation de la solution d'épargne avec la préconisation ne sommes pas tout à fait en phase. Donc, même si le texte ne le précise pas, il y a la lettre et il y a l'esprit du législateur. Et là, l'esprit du législateur ne me le semble pas vraiment respecté. On est dans un plan d'épargne retraite, pas dans un plan mineur. Donc, déjà, ce premier élément de réflexion-là est pour moi important. Le deuxième élément, c'est, au-delà de l'adéquation de la solution d'épargne avec le profil de mon investisseur, c'est quel profil de gestion je mets, quelle gestion financière je vais mettre pour un mineur. Est-ce que je suis sur un mineur, donc je dois protéger le capital ? Parce que c'est un mineur, ou est-ce qu'à contrario c'est un mineur, donc il a un horizon d'investissement très très long avant sa retraite, et du coup je mets une solution d'investissement qui est plus dynamique. Vous voyez déjà cette confrontation en fonction de l'esprit du PER. Est-ce que je suis sur un horizon long, donc j'ai une capacité à investir sur le long terme de manière plus dynamique, ou est-ce que je suis sur un mineur et du coup je dois protéger mon capital ? Bon.
Bien évidemment, dans les solutions qu'on envisage dans le fait de verser pour le compte d'un mineur, c'est le fait qu'il ait à un moment donné cette capacité à retirer l'argent pour financer une résidence principale, alors que le foyer fiscal a bénéficié d'un avantage fiscal à l'entrée. Bon, moi je suis un peu réservé sur le sujet, même si je comprends la stratégie patrimoniale qui va derrière. Et puis dernier élément, c'est comment est alimenté le plan, le PER. C'est-à-dire que est-ce que normalement ce sont des fonds qui appartiennent à l'épargnant qui sont investis. Alors est-ce qu'il faut que je fasse une déclaration de mon propre fait sur le montant versé? Moi, par an, j'ai donné de l'argent à mon enfant mineur pour qu'il investisse dans un plan d'épargne retraite, dans la donation. Est-ce qu'on est dans le présent d'usage? Enfin, quelle est la qualification de cette somme qui bascule du patrimoine des parents vers celui des enfants pour alimenter un plan d'épargne retraite? D'accord. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne faudrait pas que ça soit des dons numéraires cachés. C'est ça. Puis dernier point encore sur le sujet, c'est si je suis sur un mineur qui n'a pas de revenus, donc je vais me caler mon niveau de déduction sur celui du PASS, donc c'est le plafond annuel de la sécurité sociale qui me permet de calculer le minimum de versement déductible. Donc c'est 10% du PASS de l'année précédente. C'est ça, donc 10% de plus ou moins 40 000 euros. Si ça fait 4 000 en gros. C'est ça. Une réduction d'impôt une déduction fiscale, pardon, et non pas une réduction d'impôt. Attention, non, c'est juste une déduction fiscale, ce qui est déjà pas mal, de à peu près 4 000 euros. C'est ça. Donc 4 000 euros fois mon niveau d'imposition, puisqu'on a calculé l'avantage fiscal comme ça. Donc si je prends quelqu'un qui est un foyer fiscal à 41%, 4 000 euros à 41%, 4 fois 4, 16, ça fait 1 600 euros d'impôt en moins, certes. C'est une somme, j'en conviens. Mais est-ce que ça vaut le coup de déformer l'esprit d'un texte pour aller chercher 1 600 euros d'impôt? D'accord. Bon, je ne sens pas très fan. Je ne suis pas très en phase avec cette stratégie. D'accord. Voilà. Ok. Très bien, parfait. Eh ben, merci beaucoup. Au moins, c'était très clair. On vous a promis effectivement une séquence questions. Et ben justement, maintenant, c'est la séquence questions. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants. Donc je rappelle une dernière fois deux types de questions des internautes. Encore une fois, des questions qui ont pu être posées en amont au moment de l'inscription à Live Invest, et puis des questions qui sont posées actuellement sur mon écran en live grâce au chat. On va commencer par une question posée en amont. À 68 ans, le PER est-il une bonne idée, sachant que je paie peu d'impôts ? On a deux niveaux de réponse. À 68 ans, il me semble, même si le texte, comme on l'a dit, n'empêche rien, il me semble un peu tard pour aller sur un PER. Pourquoi ? Parce que je ne bénéficie pas de l'effet de capitalisation fiscale, c'est-à-dire mon effort d'épargne réel, il est limité grâce à l'avantage fiscal, et là mon effet de capitalisation dans le temps, puisque je pense qu'à 68 ans, à un moment donné, on va vouloir récupérer les fonds, ne joue pas à plein. Plus on a un temps long, plus on bénéficie de l'effet de capitalisation. Deuxième élément, c'est si j'ai vocation à vouloir transmettre mon capital, ce que permet le PER aujourd'hui, c'est intéressant par rapport aux anciens dispositifs, parce qu'en cas de décès, eh bien, j'ai cette capacité à pouvoir transmettre le capital versus la rente dans les anciens dispositifs. Donc, je pense que le capital est un peu plus attractif, tout au moins psychologiquement pour les bénéficiaires. L'avantage fiscal sur la transmission liée à un PER assurantiel, il n'est pas en fonction de la date des versements, mais il est en fonction de la date du décès. Donc ça, c'est un élément extrêmement important par rapport à l'assurance vie, où c'est la date de versement des fonds qui fixe la fiscalité la plus favorable. Donc là, c'est bien la date de décès qui fixe la fiscalité. Si je décède après 70 ans, à 68 ans, on n'en est pas si loin, eh bien, je ne bénéficie pas de l'avantage fiscal maximum. Dans le cadre de la transmission, je bénéficie d'un abattement de 30 500 euros pour tous les bénéficiaires désignés au contrat, versus 152 500 euros si je décédais avant 70 ans. Et par bénéficiaire. Et par bénéficiaire. L'assurance vie, à contrario, c'est la date du versement qui compte. Donc à 68 ans, j'aurais plutôt tendance à orienter les fonds sur de l'assurance vie, puisqu'en cas de décès, j'ai versé avant 70 ans. Et avant 70 ans, j'ai ce fameux abattement de 152 000 gonfler, en fait, c'est presque le moment en fait de plutôt gonfler, enfin dans cette optique de succession, de plutôt gonfler à 68 ans. En fait, il y a 2 ans pour verser au maximum presque sur son contrat d'assurance vie. Tout à fait. Et dernier élément, c'est quel est le niveau de déductibilité que j'ai à 68 ans. A priori, c'est
mon calcul de plafond est fixé sur des revenus d'activité, la retraite n'étant pas un revenu d'activité. Donc je vais me recaler pour mes mineurs qui n'ont pas de revenus sur 10% du PASS. Donc je vais avoir un plafond de déductibilité de 4 000 €. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à 68 ans là-dessus ? Oui, et généralement, à la retraite, on est quand même moins imposé que quand on est actif. Donc, Effectivement. Alors, nous sommes le 9 décembre. Ai-je le temps de verser pour profiter de la déduction fiscale ? Alors oui, il est encore temps. On a encore 3 petites semaines. Donc il faut se dépêcher, évidemment, parce que le temps d'enregistrer la souscription ou le versement, il faut se dépêcher. Mais on a encore le temps, le 9 décembre. Je pense qu'on a une visibilité sur sa rémunération. Donc on sait à peu près à quel niveau on va être imposé. Donc on sait le retour fiscal qu'on peut espérer sur le versement. Donc oui, je dirais que c'est le moment opportun parce qu'on a une visibilité sur sa rémunération de l'année. On sait la trésor qu'on a devant nous, les liquidités disponibles pour investir. Donc c'est un moment opportun, mais il ne faut pas tarder parce que les compagnies d'assurance engrangent un nombre de souscriptions importantes et on peut avoir un petit peu de retard à l'allumage sur le versement. Mais oui, il est encore temps, c'est le moment opportin. D'accord, mais c'est quoi la date technique, enfin la date limite, pardon, parce que effectivement, techniquement, il faut que ça soit enregistré en fait avant le 31 décembre. Donc pour être sûr que ça fonctionne pour l'année fiscale en cours, quelle est un peu la date extrême limite ? Après le 20, ça commence à être compliqué. Donc là, on est en pleine période. C'est le moment où il faut faire ses versements si on a envie de faire des versements. D'accord, donc on fait ses cadeaux de Noël et on fait ses versements. On fait les deux en même temps. D'accord. On peut tout faire en ligne même maintenant, je crois. En plus. Alors, une question en chat. Pourquoi uniquement sortie en capital fractionné plutôt que rachat partiel programmé ? Donc effectivement, il y a opposition, la sortie en capital fractionné. Donc là, on est dans le PER et c'est pour les gens qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite, qui ne sont pas forcément retraités, mais qui ont au moins 62 ans. Il y a la possibilité, effectivement, de faire une sortie en capital fractionné, sachant que le solde continue, lui, à générer des intérêts, plutôt que rachat partiel programmé. Là, on est dans l'assurance vie, et effectivement, on peut programmer, par exemple, à partir du départ à la retraite, des rachats partiels à des dates précises. Alors, c'est une question de langage, on est proche de la même chose. À quelques variables près, c'est vrai que le rachat en capital fractionné, on sait qu'on va avoir son capital qui va être restitué en fonction d'un nombre d'années précis. Donc c'est le nombre d'années qui va entraîner le montant qu'on va percevoir. A contrario, c'est vrai que dans le rachat partiel programmé, on fixe le montant du rachat partiel. Donc psychologiquement, c'est pas exactement la même mécanique. Pour autant, on va être sur un montant de capital qui va nous être restitué dans le temps. On est proche dans le fonctionnement du PER ou de l'assurance vie. Après, on n'est pas dans l'obligation non plus de faire du rachat partiel programmé ou du fractionnement de capital. On n'est pas dans l'obligation. Dans le PER, j'ai aussi cette liberté de me dire je ne veux pas mettre en place du fractionnement, je veux pouvoir piocher, comme dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, du capital au fur et à mesure de mes besoins. C'est possible. C'est un élément important, en tout cas dans l'évolution des contrats PER, puisqu'ils ont été créés rapidement, parce que le législateur a été rapide sur cette offre. Donc les premières possibilités de sortie sont de fractionnement, mais tous les contrats modernes vont évoluer. On aura la possibilité soit de faire du fractionnement, soit de faire des rachats comme j'ai envie, soit de dénouer sous forme de rente. Donc finalement, la souplesse qu'on a dans l'assurance vie, on va l'avoir ou on l'a déjà sur certains contrats PER. Et c'est la même fiscalité ? Alors c'est pas la même fiscalité. Il y a un contrat où on a bénéficié d'un avantage fiscal à l'entrée. Donc on imagine bien que le gouvernement, dans un contexte tel qu'il est, a besoin d'avoir des ressources fiscales versus l'assurance vie ou le contrat de capitalisation où j'ai pas d'avantage fiscal à l'entrée. Donc la fiscalité en cas de rachat sur l'assurance vie est plus douce que dans le cadre d'un PER individuel où j'ai bénéficié d'une déductibilité de mes cotisations et de mes versements. Pour autant, et le PER a été assez critiqué là-dessus en disant la fiscalité de sortie est lourde, elle n'est pas plus lourde que dans le cadre du contrat Madelin ou du contrat PERP à l'époque. C'est juste un différé d'imposition et comme on le disait tout à l'heure, l'effet de levier fiscal, il joue encore plus si j'ai une tranche d'imposition inférieure au moment de ma retraite versus ce que j'avais dans le cadre de ma phase d'activité.
Pour autant, avec toutes les simulations, on a fait un certain nombre, même si j'ai une tranche marginale d'imposition qui est identique à ma tranche marginale d'imposition au moment de la retraite, l'effet de levier fiscal et la capitalisation dans le temps fait qu'on a quand même un niveau de revenu complémentaire plus important dans le cadre du PER que dans le cadre de l'assurance vie, à effort d'épargne équivalent. En fait, ce qu'on a économisé en impôts, du coup, on l'a épargné, on l'a investi et ça a généré des intérêts. Exactement. Des gains, d'accord. Donc, si je prends un exemple rapide, je verse 1 000 euros par mois, on va être ambitieux, sur un PER à une tranche marginale d'imposition à 41, finalement, de ma poche, je vais verser que 590 parce que je vais avoir 410 euros par mois d'économie d'impôt. Versus l'assurance vie, j'ai pas ces 410 euros d'économie d'impôt, donc à effort d'épargne équivalent, j'ai bien 590 d'un côté, en effort net, et 590 de l'autre. Donc l'accélération de la capitalisation grâce à ces 410 euros qui sont eux aussi versés sur le contrat, on a 1 000 euros qui sont versés, fait que je capitalise plus fort sur le PER. Sur un objectif de revenu complémentaire, malgré la fiscalité plus lourde sur mon PER, eh bien j'ai un niveau de revenu complémentaire plus intéressant dans le PER que dans le cas de l'assurance vie. D'accord. Eh bien, je vous propose de continuer. On va un petit peu dépasser le délai. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre, mais allez, on continue parce qu'il y a d'autres questions. Gestion pilotée ou gestion libre, quel mode de gestion faut-il choisir ? D'abord, je pense qu'il faut expliquer qu'est-ce que la gestion libre et qu'est-ce que la gestion pilotée. Et puis qu'est-ce qu'il faut choisir entre ces deux modes de gestion qui sont proposés dans le cadre du PER ? Alors la gestion pilotée, c'est ce qui a été introduit par le législateur dans la volonté de flécher l'épargne vers les entreprises. C'est l'idée de dire, voilà, en fonction de l'âge à laquelle je souscris et de mon profil d'investisseur, prudent, équilibré, dynamique, eh bien, au fur et à mesure que je m'approche de la retraite, c'est directement le gestionnaire de mon épargne qui va désensibiliser mon épargne au risque. Mais j'ai une grille d'investissement au risque qui me permet d'aller chercher la performance sur mon PER. C'est bien l'objet du plan d'épargne retraite que de dynamiser son épargne. Donc en fait, concrètement, quand on est dans le cadre d'un PER assurantiel qui fonctionne comme un contrat d'assurance vie, on a une allocation d'actifs qui est d'abord sur les unités de compte en actions et puis progressivement, en fait, le portefeuille, en fait, l'allocation d'actifs va vers le fonds euro sécurisé. C'est ça, c'est exactement ça. Donc je laisse la main à mon gestionnaire pour m'accompagner dans le placement de mon épargne. La gestion libre, c'est accompagné par un conseil, évidemment. Je vais aller choisir directement mes supports d'investissement, du plus dynamique au plus prudent. Ça, c'est en fonction de mon profil d'investisseur, mais le choix est fait personnellement ou accompagné par mon conseil en gestion de patrimoine. Donc, c'est deux philosophies différentes. Il y en a une où ça se fait tout seul et de manière automatisée. Il y en a un deuxième où je suis dans la réflexion et dans l'élaboration de ma stratégie d'investissement financière. D'accord, juste une petite précision. La gestion pilotée, c'est par défaut. C'est-à-dire que... Voilà. Et en fait, il faut dire clairement qu'on veut prendre l'option de la gestion libre. Hein, mais si vous dites rien, le PER est géré de manière pilotée. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux modes de gestion ? J'ai pas de parti pris. J'ai pas de parti pris. Soit j'ai des convictions sur les marchés financiers et je suis accompagné pour cela. Et dans ce cadre-là, je vais plutôt aller sur la gestion libre parce que je sais que j'ai confiance en mes convictions et en mon conseil en gestion de patrimoine qui va m'orienter pour faire mon choix. Soit je veux quelque chose où je délègue, j'ai du confort et je sais que mon allocation d'actifs sera moins gérée par des convictions mais sera gérée dans un pacte plus global. Mais je vais avoir une désensibilisation au fur et à mesure du temps. Donc j'ai pas de parti pris, ça dépend vraiment de son positionnement face à sa maîtrise de son investissement financier. D'accord. Qu'est-ce que la garantie d'essai plancher ? Alors c'est une belle garantie. Pour moi, elle est incontournable dans le choix de son père individuel. C'est le fait d'avoir la certitude qu'en cas de décès, en phase de constitution de mon épargne pour ma retraite, eh bien, mes héritiers, parce que c'est l'intérêt du PER, de pouvoir transmettre un capital versus une rente obligatoire sur les anciens dispositifs, mes héritiers vont percevoir un minimum ce que j'ai versé. Je prends un exemple, le PER, on a vocation à dynamiser son épargne, on est sur un temps long et c'est l'esprit du législateur et aujourd'hui pour aller chercher un peu de performance, il faut dynamiser son épargne. Sauf que je peux me retrouver sur un aléa de la vie, un décès, au moment où j'ai un trou d'air sur les marchés, si je suis investi de manière prépondérante sur une classe d'actifs dynamique, eh bien je peux me retrouver sur une valorisation de mon contrat qui est inférieure à ce que j'ai versé. Si on est décédé en mars dernier, par exemple, effectivement, il y a comme un problème. Oui, il faudrait mieux décéder en ce moment. L'idée de cette garantie d'essai plancher, c'est de prendre en charge finalement la moins-value
pour les bénéficiaires est de faire en sorte que ce que moi j'ai versé en qualité d'épargnant soit restitué intégralement à mes bénéficiaires désignés. Donc cette garantie d'essai plancher, elle prend en charge la moins-value pour verser à mes bénéficiaires un minimum mon capital investi, ce qui me semble incontournable dans une solution d'épargne qui a un temps long et on a vocation à dynamiser son épargne. Et tous les contrats proposent une garantie d'essai plancher ? A priori non, tous les contrats ne le proposent pas, certains le proposent avec une intégration dans les frais de gestion du contrat, cette garantie, d'autres externalisent cette garantie avec des frais supplémentaires et d'autres ne le proposent pas du tout. Donc, à mon sens, dans la réflexion et dans son choix de son père individuel, encore une fois, le père individuel, c'est le seul qu'on peut choisir, le père collectif, c'est l'entreprise, eh bien, il me semble nécessaire de prendre en considération cette garantie parce qu'elle est incontournable. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, il y a 3 cas de figure. Soit en fait, c'est une garantie qui est incluse, en fait, que voilà, comme un petit peu de l'assistance, par exemple, pour son assurance auto. Et puis, soit en fait, c'est une option en plus, j'imagine, payante, que vous payez bien sûr en plus, ou soit c'est un contrat qui ne propose pas une telle garantie. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Et ben justement pour conclure, j'ai une question un petit peu globale mais très intéressante. Comment sélectionner son contrat ? Sur quels critères ? Alors à mon sens, dans le cadre d'un père individuel qui est le seul père qu'on choisit, ce qui est extrêmement important, c'est la gestion financière. C'est-à-dire que j'ai un panel, si je ne suis pas sur la gestion pilotée, d'investissement large. Alors ça passe par les fonds euros. Est-ce que j'ai un ou plusieurs fonds euros ? Quelle est la nature des fonds euros ? Est-ce que j'ai un fonds euro dit classique, géré avec des obligations d'État, ou des fonds euros plus dynamiques sur lesquels j'ai des perspectives de rendement plus attractifs ? Où il y a par exemple de l'immobilier. Exactement, de l'immobilier, où j'ai un mix entre unité de compte et fonds euros qui me permettent d'avoir toujours la garantie en capital sur le montant investi. Donc quel est mon panel en fait de fonds euros ? Quel est mon panel d'unités de compte ? Ce sont les différents supports d'investissement du plus prudent au plus dynamique, mais qui n'ont pas de garantie en capital. Est-ce que j'ai accès à cette nouvelle classe d'actifs dont tout le monde parle, le private equity ? Est-ce que j'ai accès à ce non-coté, cette classe d'actifs qui a priori a vocation à donner des performances attractives ? Mais qui est très risqué. Mais qui est plus risqué, mais on est sur un temps long. Donc est-ce qu'on peut se permettre, sur une quote-part de son capital, d'investir de manière un peu plus dynamique sur le private equity ? Et puis j'ai une dernière classe d'actifs, les produits structurés. Alors, c'est une classe d'actifs un peu technique, mais qui me permet d'ouvrir encore une fois la diversification de mon capital en contrepartie d'un retour sur investissement attractif. Donc quel est le spectre financier sur lequel je peux investir ? La deuxième caractéristique, et vous l'aurez compris, c'est la garantie d'essai plancher. On va pas revenir dessus, mais pour moi, c'est un des critères essentiels. On a compris. Je crois qu'on a compris. Dans le cadre de la sélection de son contrat, à partir du moment où on investit sur un temps long et donc de manière un peu plus dynamique. Ouais, je vous avais dit que c'était la dernière question, mais en fait, il y a plein de questions qui sont en train de tomber et c'est très bien. Peut-on mixer entre gestion libre et gestion pilotée ? Alors, c'est une bonne question. Pas toujours, en fonction des contrats. Par contre, ce qu'on peut retrouver, c'est les unités de compte qui sont créées dans la gestion pilotée, on peut les retrouver dans la gestion libre à côté. Donc finalement, on peut faire les deux, même si c'est pas prévu toujours au contrat. D'accord. Il y a une question sur les frais en phase de rente. Voilà, est-ce que vous pouvez expliciter tous les frais en phase de rente, cumul avec frais de gestion ou pas, type de frais, arrérage, conversion sur en cours? C'est très opaque, dit l'internaute. C'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver, chaque compagnie ayant sa propre doctrine en la matière. Voilà, on a les frais de conversion de capital en rente. Donc, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas ? Je pense qu'ils existent quelque part, mais ils sont affichés ou pas, intégrés dans les frais ou non. Mais à un moment donné, il y a une existence puisqu'il y a un travail derrière. Il y a les frais sur arrérage qui sont deuxième mode de frais qui sont pris sur chaque fraction de rente. Donc ça, c'est déjà deux types de frais différents. Souvent alternatifs sur les contrats. À une époque, ils pouvaient être cumulatifs, mais plus on avance dans le temps, plus la concurrence entre les acteurs fait qu'il y a des frais qui diminuent et au profit de l'épargnant, et tant mieux. Donc frais de conversion, frais sur arrérage, qui sont les deux éléments les plus importants, je dirais, sur la gestion d'un capital transformé sous forme de rente.
Ok, très bien, merci beaucoup. Alors je rappelle que pour ceux, parce qu'effectivement déjà on a un petit peu dépassé le temps, même on a complètement dépassé le temps. Chers internautes, vous avez la possibilité d'aller sur la page de Primonial du site Live Invest et de poser vos questions. Encore une fois, on n'a pas pu sélectionner toutes les questions, donc n'hésitez pas à aller sur la page, à mettre votre question, et Alexandre Boutin et ses équipes se feront un plaisir de vous répondre par mail ou par téléphone. Merci beaucoup à Alexandre Boutin. Alors on m'a dit en régie que j'avais fait, effectivement, je vous avais présenté comme responsable adjoint de l'ingénierie patrimoniale chez Primonial, alors que vous êtes directeur adjoint de l'ingénierie patrimoniale chez Primonial. Je suis désolé, excusez-moi, cher directeur adjoint. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc Live Invest, là, c'est fini pour ce matin. Demain, c'est journée bourse et c'est Fabrice Coustet qui animera la matinale. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous vendredi et ça sera une spéciale finance responsable. Merci beaucoup. Au revoir. Live Invest, le rendez-vous 100% digital des épargnants.